Allô! Dans cet épisode de Space Spécialiste, je rencontre Maxence Martin qui va nous parler de vieilles forêts boréales. Maxence Martin est docteur en biologie et il est actuellement postdoctorant à l'UQAC et à l'UQAT. Passionné par la forêt, il est spécialiste des vieilles forêts boréales qui recouvrent une très grande partie du Canada. Afin de transmettre sa passion au grand public, il a créé le projet Symphonie boréale qui traduit en musique la croissance des forêts. Il nous explique comment fonctionnent les vieilles forêts, comment les reconnaître, pourquoi la forêt boréale est un peu mal aimée par le grand public, et pour quelle raison vous devriez l'aimer malgré son manque de grandeur et le fait qu'elle n'a pas cet effet waouh que peut avoir la forêt en Colombie-Britannique par exemple. Comme nous dit Maxence, même si mes arbres sont petits, ils sont pleins d'amour. Vous allez voir pourquoi. C'est parti. Ok, est-ce que tu peux te présenter puis me dire qu'est-ce que tu fais? Bonjour, moi je m'appelle Maxence Martin, je suis chercheur postdoctoral à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et aussi à l'Université du Québec à Chicoutimi, où je travaille globalement sur la recherche sur les vieilles forêts boréales. Et je suis aussi le créateur et directeur de Symphonie boréale, qui est un projet de communication scientifique qui utilise l'art en fait pour expliquer la science des vieilles forêts, voire de l'écologie forestière en général. Quel a été ton parcours pour en arriver là? Alors globalement, mon parcours c'est assez... moi je l'ai fait en pas mal d'étapes, parce que comme ça s'entend, je suis français. Puis quand j'ai fini mon lycée, donc l'équivalent secondaire ici, j'étais un peu à chercher quoi faire comme formation supérieure. Puis j'ai remarqué qu'en fait il y avait vraiment du travail dans le milieu de la nature, dans la protection de l'environnement, gestion de l'environnement. Donc je me suis orienté une formation technique à ce niveau-là. Et c'est durant cette formation que j'ai découvert qu'au niveau écosystème, ce qui m'intéressait le plus, c'est les forêts. J'avais vraiment une attraction pour les forêts, un intérêt très fort pour cet écosystème-là. Donc ensuite, je me suis orienté vers une technique en gestion forestière, donc là, plus vraiment sylviculture, aménagement. Et une fois ça fini, je me disais, je veux encore continuer, je veux encore comprendre comment ça marche, je veux proposer des solutions d'aménagement. Donc je suis allé vers une licence professionnelle pour fusionner en fait la gestion durable des forêts, donc fusionner mes précédentes formations. Puis à nouveau, je me suis dit, ouais, c'est pas encore assez, tiens, parce que moi je veux comprendre, je veux faire de la recherche, donc je suis parti vers une maîtrise en écologie forestière. Et à cette occasion, je suis parti faire un stage au Québec pour travailler sur des types de sylviculture alternatives en forêt mixte. Et à cette occasion, là, on m'a proposé, j'ai vu qu'on cherchait quelqu'un pour faire un doctorat sur les vieilles forêts. Puis moi, les vieilles forêts, c'est un sujet qui m'intéressait, donc j'ai fini par faire un doctorat. Et puis dorénavant, maintenant, je suis docteur et donc je suis chercheur qui travaille sur les vieilles forêts. C'est drôle ton parcours, on dirait vraiment que tu t'es laissé porter par un courant. Comme tu voulais faire des petites choses, puis finalement tout s'est enchaîné, puis t'es là aujourd'hui. C'est drôle parce que souvent les gens me disent, tu sais, que ils ont toujours voulu faire ça, puis ça a pas l'air d'être ton cas. C'est un peu ça, mais parce qu'en même temps, tu vois, c'est pas un domaine où, j'avais pas accès à cette connaissance que ça existait. Ça ne serait-ce que, quand même, je viens d'un milieu assez urbain au final, donc déjà comprendre qu'il y a des formations en environnement, que vraiment quelque chose peut travailler dans ce domaine-là. C'est pas quelque chose qui était très connu. Pareil pour vraiment travailler dans le milieu de la forêt. Et tout ce qui est concept de recherche, en fait, je viens pas d'une famille de chercheurs, je viens pas d'une famille d'universitaires. Donc en fait, même l'idée de faire de la recherche, c'est quelque chose que j'ai découvert de mon information, cette idée que tiens, mais en fait je peux faire ça, donc je peux pousser encore plus loin, parce que j'ai un intérêt, mais je peux encore l'amener à un autre niveau en faisant d'abord de la gestion, de l'aménagement, puis de la recherche. Puis pourquoi la forêt? Là, à dire, c'est vrai que c'est un endroit les forêts que je fréquente depuis que je suis enfant, plus je me sens bien. Il y a toujours un intérêt que ce soit des forêts dunaires, de la côte atlantique, des forêts de montagne, des forêts continentales. C'est vraiment, voir une forêt, voir les arbres, c'est des environnements que j'aime beaucoup, dans lesquels je me sens très à l'aise, que j'apprécie pour leur valeur esthétique. Puis justement, quand on travaillait dans le milieu de l'environnement, c'était comprendre l'écologie des forêts, comprendre comment ça marche, puis aussi trouver des moyens de l'aménager d'une manière, on va dire, plus durable, un meilleur équilibre entre les besoins humains puis les besoins de la nature. Donc c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, non seulement je travaillais en écologie, en environnement, mais moi ce qui m'intéresse, il y a les marais, les zones humides, les prairies, mais moi c'était vraiment les forêts pour lesquelles je trouvais ça vraiment intéressant comme type d'écosystème, comment ça fonctionne, cette complexité, cette richesse. Ok. Tu m'as dit que quelqu'un t'avait approché à propos d'un doctorat sur les vieilles forêts. Est-ce que t'avais un intérêt pour les vieilles forêts avant ça? Ou alors est-ce que c'était un peu une surprise? Non, j'étais déjà intéressé parce qu'en fait, justement, au cours de ma formation, je développe plus un axe, donc gestion durable des forêts, avec beaucoup justement, de techniques d'aménagement, de techniques sylvicoles qui s'approchaient de la dynamique des vieilles forêts, en fait, qui s'approchent de la façon dans laquelle fonctionnent les forêts naturelles, donc, et notamment les vieilles forêts,
Donc c'est sûr que j'ai un intérêt pour ça, et justement, moi je me suis dit, bah, si je veux faire un doctorat, je veux pas faire un doctorat pour faire un doctorat, je veux que ce soit des sujets qui m'intéressent, donc par exemple les vieilles forêts, les forêts primaires, ou l'aménagement forestier proche des vieilles forêts. Donc on m'a dit, bah tiens, il y a Hubert Morin à Chicoutimi qui cherche un doctorant pour bosser sur les vieilles forêts. J'étais, ah bah tiens, sacrée opportunité, vas-y je prends, puis c'est vraiment arrivé comme ça. Ok. Puis c'est quoi en fait une vieille forêt? Alors, une vieille forêt, pour faire simple, ce sont des forêts en fait où coexistent plusieurs générations d'arbres, donc vraiment d'âges différents, et qui sont dynamisés par des perturbations naturelles qui vont tuer les arbres seuls ou par petits groupes. Donc en soi, c'est pas tant une question d'âge de la forêt, mais c'est plus un processus de dynamique écologique qui met un peu de temps à se mettre en place. C'est-à-dire que souvent, on va dire qu'une forêt, la dynamique de la forêt commence après la dernière perturbation vraiment violente, vraiment sévère, hein, comme un feu de forêt. Donc là, une forêt apparaît, puis tous les arbres poussent en même temps. Puis au fil du temps, ces arbres vont mourir et commencer par être remplacés par d'autres arbres qui sont eux capables d'attendre dans le sous-étage sous l'ombre pour pousser. Puis une fois que tous ces arbres-là qui sont après le feu ont disparu, bah on arrive dans une vieille forêt où on a plein d'arbres en fait d'âge, de tailles différentes. Puis dès qu'un grand arbre meurt, d'autres petits arbres qui attendaient en dessous vont le remplacer. Donc c'est ça, c'est vraiment en fait plus une vieille forêt, c'est une forêt qui suit un certain processus dynamique en tant que tel, c'est juste qu'il faut souvent attendre un petit moment pour que ça se mette en place. Par exemple, dans la forêt boréale du Québec, c'est en général 100 ans après un feu que ça va apparaître, même si ça peut arriver plus tôt, ça peut arriver plus tard, mais on met par exemple cet âge-là, on met autour de 100 ans, l'âge vers quand commence les vieilles forêts. Sachant qu'après, ça varie d'une forêt à une autre, d'un territoire à un autre. Est-ce que c'est différent des forêts anciennes? Alors là, en fait, c'est plus un problème de terminologie. Parce que notamment au Québec, on va dire forêt ancienne pour parler de vieille forêt. Mais par contre, en France, forêt ancienne, c'est un autre sens. Parce que ce qu'on appelle une forêt ancienne en France, c'est une forêt qui est en fait à l'état forestier depuis au moins 200-300 ans. C'est-à-dire, par exemple, une forêt qui a poussé après l'abandon d'une friche agricole n'est pas une forêt ancienne, parce qu'en fait, l'état du sol a changé, le sol a été modifié, on a fait l'agriculture, et donc on ne trouvera pas les mêmes espèces, les mêmes conditions qu'une forêt qui est restée à l'état de forêt depuis plusieurs siècles. Sachant qu'en France, on met par exemple le seuil à 300 ans parce qu'en fait, on n'a aucune donnée pour aller plus loin pour savoir si la forêt est plus ancienne que ça. Mm-hmm. Ce qui fait que si je dis forêt ancienne à des Français, ils vont pas comprendre vieille forêt, ils vont comprendre ce sens-là. C'est sûr qu'au Québec, je pense qu'on est passé sur forêt ancienne parce qu'il y a moins ces problématiques, on va dire, de colonisation de la forêt sur des zones agricoles. Parce qu'en fait, la France, on le sait pas, mais je pense que les 2 tiers des forêts françaises, ce sont des forêts qui sont apparues il y a moins de 3 siècles, en fait. C'est des forêts très récentes qui sont apparues avec la déprise agricole. Et au Québec, on n'a pas une problématique aussi marquée. Donc en fait, on est plus parti sur l'idée de forêt ancienne ici pour vraiment reprendre le concept de old growth forest en anglais. Mais c'est un terme qui veut dire deux choses. Ce qui fait que Okay. je préfère dire vieille forêt, justement pour éviter les confusions. Mais c'est juste que c'est vrai que forêt ancienne, souvent, ça a quand même plus de classe, parce que tu vois, t'as le côté ancienneté, le côté sagesse, alors que vieille forêt, c'est vieux, c'est dole, c'est... Et... Oui, je suis d'accord que ça a une connotation vraiment différente. C'est ça. Mais malheureusement, moi, c'est mon côté, tu vois, écologue, qui a, oui, mais, je vais fâcher les Français si je dis, si je dis forêt ancienne. Puis, en anglais, il y a juste un terme, old growth forest. Ouais, normalement, c'est old growth. Tu peux trouver, des fois, il y a toute une confusion sur la terminologie, parce que le problème on va dire, des écologues, c'est que chacun, des fois, peut sortir son terme, genre, on va dire, overmature forest, donc surmature, unchat forest, certains vont dire, mais concrètement, le terme actuellement le plus utilisé, c'est old growth. C'est quoi la différence avec des forêts primaires et des forêts vierges? Parce que j'ai l'impression que quand je cherchais sur Internet, il y avait beaucoup d'amalgames entre tous ces termes, puis ça m'a un peu mélangé. Alors, je comprends pas vraiment les différences. Ouais, bah justement, c'est un amalgame qui est extrêmement courant, et en fait, l'amalgame, il est dû au fait que, souvent, dans les forêts primaires, il y a beaucoup de vieilles forêts. Donc, pour expliquer ça, c'est donc, une vieille forêt, c'est ce que je définissais tantôt, mais à l'inverse, une forêt primaire, en fait, c'est une forêt qui a été peu impactée, qui a pas été impactée par les actions humaines directement, ou qui a été très peu influencée, impactée par les actions humaines. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire qu'une forêt où, il y a 500 ans, je suis venu, je vais faire une coupe forestière, hein, bah, c'est plus une forêt primaire parce que je suis venu, j'ai fait une coupe forestière. Par contre, si j'ai fait ma coupe forestière à 500 ans, puis après la forêt a été abandonnée, qu'elle a repoussé naturellement, elle peut être redevenue une vieille forêt, c'est pas antinomique. C'est juste qu'en fait, en général, quand t'as des forêts aménagées par l'homme, en fait, on pourra en parler plus tard, mais les vieilles forêts, c'est, on va dire, c'est une perte d'argent, grosso modo. Pour les forestiers, une vieille forêt, c'est pas intéressant, c'est pas une forêt qu'on exploite, c'est pas ce qui est plus rentable. Donc on a tendance à couper les forêts avant qu'elles vieillissent trop. Ce qui fait que les forêts aménagées souvent contiennent pas de vieilles forêts ou très peu, parce que pour le sylviculteur, pour l'aménagiste, c'est pas très intéressant une vieille forêt si on raisonne en termes de production de bois. Ce qui fait que, à l'inverse des forêts naturelles, des forêts primaires, elles, vu qu'on a laissé faire la nature,
on va souvent avoir une très forte proportion de vieilles forêts, tout simplement parce qu'on a la nature a fait son cours et la dynamique naturelle des forêts, c'est quand même de vieillir souvent, de passer des siècles sans être perturbées, par exemple, par des feux de forêt, ce qui fait qu'elles sont très nombreuses. Et donc, en effet, il y a cet amalgame qui est fait souvent parce que, oui, si on regarde une forêt primaire, c'est plein de vieilles forêts. Mhm. Mais en fait, c'est pas parce que on peut trouver des forêts primaires, par exemple au centre du Canada, où les feux brûlent très souvent la forêt. Ce sont des forêts primaires, c'est du feu, c'est une perturbation naturelle, donc la forêt est rajeunie Mhm. régulièrement, donc il n'y a pas de vieilles forêts, mais ce sont des forêts primaires. Puis tu as mentionné les forêts aménagées. Est-ce que les forêts aménagées, c'est des forêts qui sont exploitées par des exploitants sylviculteurs? C'est ça. En fait, ce que j'appelle forêt aménagée, c'est ça, c'est des forêts, on va venir faire quand même de la coupe forestière, des actions, on va dire, de sylviculture, donc de gestion de la forêt, pour que la forêt puisse correspondre aux besoins humains en fait. Donc là, c'est-à-dire qu'on va se soustraire d'une certaine manière aux dynamiques naturelles parce qu'on veut donner des objectifs clairs à la forêt. Donc souvent, c'est la production de bois, mais ça peut par exemple être une forêt aménagée pour des raisons récréatives. Par exemple, se Mhm. dire tiens, il y a un arbre qui est en train de mourir, on a peur qu'il tombe sur les gens, donc on va le couper pour éviter que justement il blesse des gens en tombant. Bah, techniquement, la forêt est aménagée parce qu'on veut se soustraire à certaines dynamiques naturelles pour des activités humaines. Ok, donc là, s'il y a une vieille forêt dans un parc national, puis qu'il y a des sentiers qui sont aménagés au milieu de la forêt, alors ça en fait une forêt aménagée? Bah, on va dire les bords du chemin. Les bords du chemin forcément sont aménagés. C'est sûr que si ta forêt va faire fait des centaines d'hectares et que tu as juste un sentier qui passe au milieu, on va pas dire que toute la forêt n'est plus une forêt primaire parce Ok. que il y a toute une zone qui reste intacte où on va pas agir. Mais par contre, c'est certain que les bords même du sentier, donc on peut mettre un effet bordure, on se dit il y a une perturbation, on est quand même venu agir sur la forêt. Ok, ça marche. Puis donc toi, tu travailles sur les forêts boréales. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui fait qu'une forêt est boréale? En fait, forêt boréale, c'est plus une question, on va dire, de gradient climatique. Est-ce que c'est vraiment les forêts qu'on trouve plus, en fait, aux zones les plus nordiques de l'hémisphère nord? Donc, en fait, ce sont des forêts qui sont dominées notamment par les conifères, hein, tout simplement parce que les conifères deviennent plus compétitifs dans ces conditions-là, vu qu'ils sont beaucoup plus résistants aux conditions extrêmes que les feuillus. Et donc, même si les feuillus sont plus compétitifs en général quand les conditions climatiques sont bonnes, bah, ils se font remplacer graduellement par les conifères vu que les conditions sont plus extrêmes. Et donc, on a cette transition de la forêt feuillue, tempérée, avec très peu de résineux, à la forêt boréale, où là, on aura beaucoup plus de résineux et des feuillus en moins de proportion. Ok. Donc c'est quand même comme un terme parapluie, puis à l'intérieur des forêts boréales, il y a plein de différentes forêts. Parce que, par exemple, quand on cherche sur Internet forêt boréale, il nous montre des cartes où ça couvre pratiquement tout le Canada, la Russie, la Scandinavie. Mais toutes ces forêts-là sont pas les mêmes. Il y a plein de différents arbres, puis tout ça. Bah, concrètement, déjà, même au Québec, tu remarques, parce qu'il y a déjà une transition, on va dire que, il y a pas une limite marquée dans le sable où on passe de la forêt tempérée à la forêt boréale. Mhm. Il y a toute une zone de forêt mixte, donc il y a déjà une zone tampon où on croise un peu ce mélange forêt tempérée, forêt boréale. Puis après, on va monter, on arrive dans la sapinière, puis on monte encore, on arrive dans la paissière. Puis en plus dans le nord, bah là, on va arriver dans ce qu'on appelle plus de la taïga, de la forêt très ouverte, parce que là, les conditions deviennent tellement difficiles qu'on a encore des arbres, mais ils sont beaucoup moins grands, ils sont beaucoup plus éparses. Puis jusqu'au moment où la forêt finit par disparaître. Donc t'as tout un gradient déjà en latitude de ce qu'est la forêt boréale. C'est sûr que c'est pas un ensemble homogène. Et ça s'applique en fait sur tout l'hémisphère nord. C'est-à-dire que toute la zone, on va dire, alors ça c'est en anglais, donc circumboreal, c'est on va voir partout ce pattern entre la transition forêt tempérée, forêt boréale, puis la forêt boréale dense, et enfin, plus on monte dans le nord, plus la forêt va s'ouvrir, jusqu'à arriver dans la toundra. Parce qu'en fait, là, la toundra, c'est quand les conditions sont tellement difficiles que les arbres, ils dépassent pas le mètre, ils sont tout petits, ils poussent Mhm. même plus. Ok. Et au Québec, à peu près, c'est où que ça commence? Je sais que tu m'as dit qu'il n'y avait pas de ligne définie, mais pour que je me l'imagine. Alors concrètement, la zone de transition, elle commence autour de Québec, entre la forêt tempérée et feuillue. En fait, je dirais entre Trois-Rivières, enfin, un peu au nord de Trois-Rivières et Québec. Et par exemple, quand on passe après, il y a des nuances, tu vois, c'est là quand on arrive quand tu vas de Québec au Saguenay, par exemple, là, t'es en forêt boréale, officiellement. Mais par contre, Mhm. quand tu arrives dans le Saguenay, tu repasses dans une zone de forêt tempérée. Et après, en repartant dans le nord, tu retournes dans la forêt boréale, parce qu'il y a des effets de microclimat, enfin de mésoclimat. Le mésoclimat est un petit peu moins micro que le microclimat, mais pas tant, grosso modo. Donc, hormis avoir que des conifères, ça ressemble à quoi? Comment tu me décrirais une vieille forêt boréale? Alors, une vieille forêt boréale,
c'est un peu, ça prend beaucoup de formes, c'est un peu compliqué, mais je dirais que c'est des forêts qui sont pas forcément impressionnantes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je les aime. C'est-à-dire que ça va être des forêts assez complexes, voire même, je pourrais dire, un peu désagréables. Souvent, j'utilise pour présenter ça un peu ce qu'on a dit, ce pique-nique en famille. C'est-à-dire que tu t'imagines, là, tu vas te balader, on va dire, au nord du Saguenay, et t'es avec ta famille, puis tu veux faire un pique-nique, hein, et tu cherches un bon spot, là, pour faire ton pique-nique, mais dans la forêt. Et en fait, si tu trouves un bon spot, tu dis, tiens, là, c'est parfait, le couvert des arbres est homogène, il y a de l'ombre, mais en même temps, il n'y a pas trop de petits arbres, il n'y a pas trop de bois mort, tiens, on peut vraiment poser la nappe, et mettre toute la famille à côté, il n'y a pas de souci. Bah là, t'es pas dans une vieille forêt, parce qu'une vieille forêt, c'est plus, t'auras des arbres de toute taille, ce qui fait que t'auras des zones avec beaucoup d'ombre et des zones avec une grosse trouée, donc tu vas prendre toute la lumière, tout le soleil sur la tête. Tu vas avoir plein d'arbres de toute taille, donc plein de petites régénérations partout qui va t'empêcher de poser ta nappe. Tu vas avoir du bois mort, tu vas te prendre les pieds dedans parce qu'il y a des arbres morts partout et tu vas te cogner. Voire t'auras peut-être trop de mousse aussi, une épaisseur de mousse trop épaisse, donc le sol va être trop humide pour toi. Et donc ce qui fait que ta famille sera pas contente. Tu vois, elle voudra pas faire de pique-nique dans une vieille forêt parce que c'est juste trop compliqué. Et je pense c'est un peu le meilleur moyen de s'imaginer ce qu'est une vieille forêt. C'est quand tu vois une forêt qui est propre, t'as l'impression que c'est tout l'espace sous l'étage est vraiment propre, tout va bien. Dès que ça commence à devenir plus compliqué, bah là c'est possiblement une vieille forêt. Même si forcément, ça c'est un peu la beauté de l'écologie, c'est dès que tu trouves, on va dire, un exemple, t'as forcément le contre-exemple qui arrive derrière. Et on peut en fait, moi des fois je suis surpris comment certaines très très vieilles forêts ont pourtant une apparence qui est qui a l'air assez homogène. Ça m'arrivait des fois de rentrer dans les peuplements, de me dire, bon bah là c'est une forêt d'épinettes de 100 ans, on va l'échantillonner, mais il y a rien d'intéressant ici. Puis on carotte les arbres, puis on remarque ils ont 300 ans, il y a plein d'âges différents. C'est toujours surprenant. Justement, comment ça se fait que... Parce que quand on imagine une vieille forêt, mais en tout cas je sais pas, je vais pas dire on, moi quand j'imagine une vieille forêt, j'imagine l'île de Vancouver, des arbres énormes, etc. Comment ça se fait qu'au Québec, on n'ait pas ces gros arbres, puis que nos forêts anciennes peuvent passer inaperçues comme ça? Pourquoi? Alors concrètement, on a quand même des gros arbres au Québec, mais ils sont plus dans le sud, on va plus être dans la forêt tempérée, on peut comme avoir des érables, des bouleaux jaunes qui font un bon mètre de diamètre. Mais là, c'est plus une question de conditions climatiques, déjà, qui créent cette différence. Tu prends l'île de Vancouver, justement, ce qu'on appelle les forêts pluviales, c'est un climat qui est assez doux, qui est humide, qui est doux, ce qui fait que c'est vraiment un climat qui aide justement aux arbres à tenir, à survivre longtemps et à bien pousser. Si on prend les forêts boréales, bah là on a une saison de végétation qui est beaucoup plus courte, parce qu'en fait le printemps commence plus tard et l'hiver commence plus tôt, donc les arbres ont beaucoup moins de temps pour pousser, et puis on est vraiment avec des conditions, il fait pas très chaud même en été, et en plus même en hiver on se retrouve il y a beaucoup de neige, il y a beaucoup de gel, il fait jusqu'à moins 40, moins 50 dans la forêt. Donc c'est certain qu'en termes de stratégie de survie, c'est dur pour un arbre qui fait 70 mètres de haut de pouvoir déjà atteindre 70 mètres sans mourir en forêt boréale, puis surtout d'avoir le temps de pousser jusqu'à là en fait. Donc là c'est plus des conditions d'adaptation des espèces d'arbres au climat, qui si en effet t'as des bonnes conditions qui sont vraiment propices à la croissance végétale, tu vas te croiser des très grands arbres. Mais si tes conditions sont beaucoup plus dures, tes arbres sont beaucoup plus petits. Puis même pour reprendre, justement, on parle de Vancouver, donc la Colombie-Britannique, eux ils voient totalement ça, parce qu'on a l'île de Vancouver où t'as des très très gros arbres, parce qu'on est vraiment dans cette forêt pluviale, mais tu montes dans le nord, t'arrives dans les montagnes boréales, puis là c'est plein de petites épinettes qui font 15 mètres de haut. Les plus vieux arbres du Québec sont des cèdres âgés de 850 à 1000 ans, qui poussent presque tous sur le même rocher sur une île du lac du Parquet en Abitibi. Si vous cherchez une photo du plus vieux de ces cèdres, vous verrez que c'est pas un gros arbre du tout, avec 20 à 30 cm de diamètre et seulement 2,5 mètres de hauteur. Il est toujours vivant car sa localisation sur une petite île au milieu d'un lac l'a jusqu'à aujourd'hui protégé des incendies et que les castors ne s'y sont pas intéressés. Cet arbre serait aussi le plus vieux arbre de l'Est de l'Amérique du Nord. Tant que je suis ici à parler de records, le plus grand arbre du Québec est un pin blanc de 40 mètres situé dans la région de Gatineau et le plus gros, un peuplier deltoïde de 2,5 mètres de diamètre et de près de 40 mètres de haut. Ce n'est rien si on compare ça au plus grand arbre du Canada, qui est une épinette de Sitka de 95 mètres de hauteur, dénommé le géant de Carmana, dans la Carmana Valley, sur la côte ouest de l'île de Vancouver. C'est drôle, je pensais vraiment que c'était une différence d'espèce plutôt qu'une différence de conditions. Je trouve ça intéressant que des arbres puissent être dans la même espèce puis avoir un aspect aussi différent. En fait, c'est plus, je dirais, c'est la question de l'œuf ou de la poule. Et puis je pense que le climat arrive avant les arbres. C'est que c'est des espèces qui vont se développer dans les secteurs qui vont s'adapter en fait à leur environnement. Et donc qui vont, par exemple, si on prend les Douglas de Vancouver, tu les mets au Saguenay, puis
ils feront rien, ils vont mourir. Hein. Alors que genre ces Douglas-là, ils poussent très très bien en France parce qu'ils ont des conditions qui sont assez correctes, ils poussent très facilement. Ça pousse en France? Ouais, en fait, le Douglas, c'est en fait une espèce qui est fortement utilisée en reboisement en France. Ah ouais? Notamment dans des coins du centre de la France, la Corrèze par exemple. Et pour l'anecdote, parce que j'ai étudié là-bas, et il y a une zone justement où ils avaient planté des Douglas, là, ça s'appelait les Douglas des Farges, puis c'est quand même des Douglas qui font, je pense, 40-50 mètres de haut, puis ils font 1,50 m, 2 mètres de diamètre. Donc t'as une petite zone avec comme ça des arbres gigantesques que tu peux Wow, j'avais croiser. aucune idée. Bah, c'est pas très connu, là, mais en fait, c'est une espèce qu'on a importée en France pour faire de la sylviculture, parce que justement, c'est une espèce qui pousse vite aussi. C'est une espèce qui pousse bien, elle atteindra jamais les dimensions qu'elle trouve en Colombie-Britannique, hein, mais elle pousse bien. Puis à l'inverse, tu prends une épinette, tu la mets à l'île de Vancouver, je pense qu'elle va pas apprécier, parce que c'est trop d'eau. trop riche. C'est ça. Ouais. Elle est pas faite pour ça. L'épinette, elle, c'est vraiment la survie avant tout. Ok. Je suis vraiment surprise de ce que tu viens de me dire sur sur les pins Douglas en France. Parce que, tu sais, je viens du sud de la France, puis dans le sud, tous les arbres sont tout petits. Ouais. Je m'imaginais pas qu'il y ait des gros arbres qui puissent pousser en France. Bah, en fait, tu vas même dans les Vosges en France, tu vois, tu vas croiser des épinettes gigantesques, là, tu peux en croiser des grosses, c'est plus dans des conditions très spécifiques, mais c'est sûr que tu viens du sud, le climat méditerranéen, en effet, là, c'est pareil, t'as un climat qui est tellement sec que pour tes arbres, les arbres, c'est des grosses pompes, en fait, c'est des grosses pompes à eau. Donc c'est quand même compliqué de leur demander de grossir, de pomper toujours plus d'eau quand t'as pas d'eau. C'est vrai, en fait, tu viens de mentionner les Vosges, puis je suis jamais allée dans les Vosges, mais il y a une série française, j'ai oublié le nom. C'est comme une série un peu policière, fantastique, comme un tout petit village dans les Vosges. Il s'agit de la série Zone Blanche. Puis je trouvais justement que la forêt ressemblait à de la forêt boréale canadienne, parce que c'était comme que des grands sapins qui, je suppose, sont similaires aux épinettes. Je sais pas. Là, c'est plus la forêt de montagne, justement, parce que les Vosges, c'est des montagnes, et donc, pareil, les conifères sont plus adaptés aux montagnes que les feuillus, parce que les conditions sont un peu plus extrêmes aussi. Ok. Est-ce que quand on parle de forêt, on parle que des arbres, ou alors est-ce qu'on parle d'un écosystème, tu sais, qui comprend la mousse puis les lichens? Parce que quand je m'imagine la forêt, je m'imagine un tout. Mais toi, c'est sur les arbres que tu te concentres? C'est une très bonne question. C'est sûr que je pense que la forêt, dans une définition générale, c'est un ensemble d'arbres, on va dire sur une surface donnée, on va dire qui vont couvrir une certaine superficie, un certain couvert. Mais en fait, c'est l'idée que quand tu as une forêt, ça amène des conditions qui ensuite servent d'habitat à d'autres espèces. C'est sûr que quand on parle de forêt, souvent on pense uniquement à l'ensemble des arbres, mais en effet, c'est juste que de la forêt découle tout un ensemble de conditions d'habitat qui vont amener à la présence d'autres espèces. Donc c'est sûr que c'est lié. Mais c'est sûr que là, le mot forêt, c'est pour qu'on se parle tous entre nous, mais forcément, si tu me parles, par exemple à moi, qui est plus chercheur en écologie, ou quelqu'un qui est plus axé production forestière, c'est sûr, tu dis forêt, on verra pas la même chose, on n'aura pas les mêmes contraintes, on n'aura pas les mêmes sentiments. Tu as mentionné tout à l'heure que la mousse, c'était un indicateur potentiel des vieilles forêts. Pourquoi? En fait, c'est plus une bonne épaisseur de mousse, parce que, en fait, quand t'es en forêt boréale, souvent, la limite de la forêt recommence après un feu de forêt. Puis au Canada, les feux sont assez sévères, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment brûler toute la forêt, ils vont brûler tout le sol et ça redémarre à zéro. Donc forcément, si t'as une forêt qui est jeune, la mousse, faut qu'elle ait le temps de recoloniser, faut qu'elle ait le temps de se redévelopper. Et donc en fait, on va voir un épaississement de la couverture de mousse au fur et à mesure du temps. Donc souvent, quand tu commences à avoir un bon gros tapis de mousse, ça veut dire que ta forêt, elle a pas brûlé depuis longtemps. L'exemple extrême après, c'est ce qu'on appelle la palidification, c'est qu'en plus t'as un mauvais drainage. Là, c'est plus la sphène qui va apparaître, une sorte de mousse de tourbière, qui a commencé par des gros tapis qui peuvent après faire de plusieurs mètres de profondeur, justement de cette mousse-là, qui elle s'arrête jamais en fait de s'agglomérer. Plusieurs mètres? Alors, en fait, la sphène, c'est un peu une mousse particulière qui est assez intéressante. Parce qu'en fait, elle est capable de se développer dans des conditions vraiment assez difficiles. C'est vraiment des zones mal drainées, donc vraiment où l'eau stagne. Elle va pousser dedans, puis elle va mourir, mais elle va jamais se décomposer. Parce qu'en fait, c'est de l'eau stagnante, où il n'y a pas d'oxygène. Et donc, elle va pousser sur elle-même. Et ce qui se passe, c'est que si tu laisses plusieurs millénaires, tu peux avoir vraiment des tapis de sphène. Quand tu creuses dedans, tu as plusieurs mètres de profondeur de sphène, peu ou pas décomposée. Puis ça m'est arrivé aussi en forêt de creuser un sol, puis tu mets ta main, t'arrives pas à trouver le fond en fait des sphènes, tu creuses, mais oh wow. Je sais pas pourquoi j'ai cette notion dans ma tête que la sphène devient de la tourbe. Est-ce que j'ai tort? Non, c'est bien. C'est justement ce qu'on appelle la tourbe en fait, c'est de la sphène. C'est le produit qu'on fait à partir des sphènes. En fait, c'est parce que les sphènes, c'est ce qui constitue les tourbières. Ok.
Et est-ce qu'il y a aussi beaucoup de lichens dans les forêts anciennes? Oui, oui, bah en fait, on va avoir certaines espèces spécifiques qui vont préférer les conditions de vieille forêt, des espèces souvent qui sont sensibles justement aux perturbations, qui mettent du temps à recoloniser les forêts, qui aiment pas trop ça quand t'as des grandes ouvertures brutales. Et de toute façon, par exemple, même pour le caribou forestier, justement, souvent il aime bien les vieilles forêts parce que dans ces forêts, il y a des lichens d'intérêt pour lui. Puis c'est la même Ah, puis chose ils pour mangent ça. les... C'est ça. Mais même chose pour les... En fait, c'est le caribou parce que le renne, qui est le caribou d'Europe, c'est pareil, en fait. C'est en fait une grande part de son alimentation, c'est du lichen, puis qu'il peut trouver dans les arbres de vieilles forêts. Ok. Comment ça s'étudie une vieille forêt? Beaucoup de façons différentes. Tout d'abord, la façon un peu simple, c'est d'aller dans la forêt puis commencer à mesurer les arbres, donc prendre leur taille, donc leur diamètre, leur hauteur, prendre leurs espèces, et essayer de mesurer quelle quantité de bois mort on trouve dans cette forêt-là, quel degré de décomposition, est-ce que les arbres ils ont des blessures qui peuvent servir d'habitat des espèces, par exemple, si tu as un arbre qui a une grosse fente dans son tronc parce il a craqué au niveau du tronc, par exemple, bah ça, les chauves-souris peuvent apprécier de s'y mettre. On peut regarder la flore qu'il y a au sol, puis ensuite, on peut prendre des carottes ou même couper les arbres pour étudier leur cycle de croissance, donc pour mieux comprendre comment l'arbre a poussé, à quelle vitesse, à quelle dynamique, comprendre son âge. Puis on peut aussi faire ce que je fais actuellement avec ce qu'on appelle la télédétection, donc prendre plusieurs méthodes comme des photos aériennes, des images satellites, pour essayer de mieux de repérer en fait les vieilles forêts dans l'espace. Ok. T'as mentionné les carottes. Est-ce que les carottes, ça serait une alternative à couper un arbre ou alors est-ce que c'est juste une autre méthode? En fait, justement, la carotte, il n'y a pas besoin de couper l'arbre, par contre, c'est beaucoup moins précis. En fait, quand on carotte, on fore en fait un petit avec un tube dans l'arbre et on sort une petite ligne de bois pour compter les cernes. C'est juste qu'en fait, en effet, en général, dans la vieille forêt, on préfère couper l'arbre, si on peut, si on a le droit. Tout simplement parce que la croissance est tellement fine et tellement petite que souvent les cernes font pas le tour total de l'arbre, donc des fois ils disparaissent, ils réapparaissent, et ça peut être extrêmement difficile de bien estimer l'âge de la croissance de l'arbre, parce qu'en fait on peut perdre énormément de cernes de croissance avec des carottes. Donc en effet, certaines fois on coupe les arbres juste pour être sûr d'avoir des mesures précises de la croissance et Ok. de l'âge de l'arbre. J'avais jamais entendu que les cernes pouvaient disparaître. Comment ça se fait? En fait, souvent c'est quand la croissance est très faible. C'est Au final, un centre de croissance, c'est plein de cellules de bois. En fait, c'est un ensemble de cellules. Puis, pour faire vite fait une petite description, souvent ce qu'on voit, la cerne, il y a une partie qui est claire, une partie qui est foncée. Et en fait, cette partie claire et foncée, c'est l'alternance entre le bois qui est produit au printemps, donc à des vaisseaux très grands, des trachéides très grands, donc c'est des vaisseaux des conifères, ce qui fait que ça fait une couleur très claire. Puis en été, vu qu'il y a moins d'eau, les trachéides deviennent beaucoup plus petits, avec beaucoup plus de bois, et donc ça fait ces lignes foncées. Et donc le bois, chaque année, il produit ces vaisseaux. Mais des fois, quand il a pas de lumière, il pousse sous l'étage d'autres arbres, il a pas accès à la lumière, donc pas de photosynthèse, il pousse très peu. Pareil, si dans une tourbière, là, dans une tourbière, t'as très peu de ressources nutritionnelles, donc il peut pas vraiment pousser. Aussi les défoliés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette, par exemple, ils se retrouvent dans des conditions où il peut pas vraiment faire de bois. Ce qui fait que des fois, il va quand même essayer d'en faire un petit peu, mais il en fait pas forcément partout parce qu'il a pas l'énergie ou il a pas l'intérêt même de faire beaucoup de bois. Mais là, ça arrive vraiment quand on a des cernes extrêmement fins. Là, on est en dessous, je pense, du dixième de millimètre. Mais Wow. ça peut, en fait, il peut y avoir des fois des cas où je pense, moi, j'ai eu des rondelles où au total, il en manquait une cinquantaine de cernes. Là, les arbres ont 250 ans, mais en fait, t'as des fois des gros morceaux de dizaines de cernes qui disparaissent et tu te dis bon, faut les trouver. Puis même là, j'ai des arbres interdatés. Puis on a pris des carottes, par exemple. Et vu que c'est dans le parc des Monts-Valin, là, c'est un parc national, pas le droit de couper les arbres. Et par exemple, je remarque qu'il me manque j'ai pris des arbres vivants, mais il me manque les 20 derniers cernes produits par l'arbre, je les ai pas. Pour une raison quelconque, l'arbre s'est dit je fais pas de cernes, ici où j'ai carotté, il n'y a pas de cernes. Donc moi je me retrouve à devoir estimer l'âge de l'arbre en le comparant à d'autres avec des cernes qui manquent, Mhm. c'est pas facile. Ok, j'ai une question peut-être un peu idiote, mais je me rends compte que je connais pas du tout la réponse. Est-ce que les cernes les plus anciennes sont au milieu ou à l'extérieur d'une coupe? Ils sont en fait au milieu, c'est ça, c'est pas une question qui est bête parce que justement, mine de rien, en général, on ne sait pas trop comment ça marche un arbre. Mais en fait, ce que fait l'arbre, c'est qu'il s'élargit chaque année, mais en fait, en produisant du bois, mais sur son pourtour. En fait, sous l'écorce, il y a une petite zone de cellules qui va créer du bois. Donc en fait, il va pousser, on va dire, l'écorce chaque année et en construisant du bois. Donc en Ok. fait, il pousse vers l'extérieur. Donc de facto, souvent, on voit des arbres, des vieux arbres qui ont le cœur totalement pourri, surtout quand tu as Mhm. des anciennes zones agricoles, tu sais, tu peux rentrer dans l'arbre parce qu'il n'y a plus rien au centre, Mhm. mais parce que cette zone, elle est morte, en fait.
c'est du bois qui sert de support, mais l'arbre il a fait son bois, mais après les cellules sont mortes, puis lui il continue de grossir sur l'extérieur, mais le centre c'est juste un rôle structurel, donc c'est plus du bois vivant, donc c'est pour ça que ça peut pourrir et que l'arbre est encore en vie. Parce que la zone réellement vivante du tronc se trouve vraiment genre sur les premiers centimètres après l'écorce. Donc c'est là que la sève circule? Exactement. Est-ce que tous les arbres ont de la sève? Oui, oui, ça c'est... ils en ont bien besoin. Et l'écorce, est-ce qu'elle se renouvelle de temps en temps? Oui, parce qu'en fait, là, le tissu qui produit du bois, on va dire d'un côté il fait du bois, mais de l'autre côté il fait de l'écorce. Mais donc ça dure combien de temps une couche d'écorce? Alors là, c'est une bonne question, je pense que ça dépend de l'arbre. Parce que par exemple, souvent tu remarques que les arbres jeunes, tu prends un arbre petit, tu verras que l'écorce est toujours lisse, par exemple. Mais que plus un arbre va grandir, plus l'écorce va devenir souvent rugueuse et complexe. Mhm. Parce que justement, là, c'est à l'extérieur, on a les couches les plus récentes, puis l'arbre fait toujours plus d'écorce, donc au bout d'un moment, ces couches peuvent être par tomber, selon l'espèce. Mais c'est ce qui fait que, est-ce qu'il y a vraiment une durée vie de l'écorce en elle-même? Je pense qu'il y a toujours de l'écorce qui est présente, mais ça va vraiment dépendre de l'espèce, parce que par exemple, je pense qu'il y a les pins ont tendance à faire ça fait des petits calots d'écorce, des petites sortes de petites boules d'écorce qui finissent potentiellement par tomber, j'imagine. Mais on prend le hêtre va garder une écorce très lisse toute sa vie, donc je pense que lui, l'écorce qu'on voit à l'extérieur reste l'écorce juvénile de l'arbre. Ok, intéressant. Mais je t'avouerais que j'ai jamais trop étudié la formation d'écorce des arbres, donc... Ok. Tu me mentionnais la télédétection juste avant. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux détecter à quel genre de forêt tu fais affaire avec des photos aériennes, par exemple? Bah, les photos aériennes, le problème, c'est ça marche, ça marche, mais il y a des limites. On va dire, justement, les inventaires forestiers au Québec sont beaucoup faits jusqu'à maintenant par photo aérienne, parce que c'est ce qui avait le meilleur moyen qu'on avait pour couvrir les grandes surfaces. Mais souvent, c'est assez bon pour estimer la composition. Tu sais, c'est des gens formés, donc ils savent dire, là, j'ai une sapinière, là, c'est une érablière. Mais par contre, pour ce qui est d'estimer l'âge, d'estimer la structure, là, on a remarqué, surtout en forêt boréale, les arbres sont pas grands, que souvent c'est beaucoup moins précis. Donc ça donne une vision qui est qui a une base assez efficace, mais qui manque de finesse, mine de rien. Ça c'est nécessaire, là, on a besoin de ça, mais justement les photos aériennes, c'est un peu l'outil qu'on avait avant, qui donne vraiment quelque chose pour commencer, mais qui manque vraiment de précision. Ce qui fait que maintenant on développe d'autres technologies, là, par exemple, là je travaille sur le LiDAR, qui est un peu ce qui fait en fait du balayage laser de la forêt. En fait, il envoie des rayons laser, et quand le rayon laser rebondit, la machine va calculer combien de temps a mis le laser pour rebondir entre l'émission et la réception. Et de là, on peut dessiner la distance entre les points et on peut reconstituer la forêt en 3 dimensions. Okay. Avec ça, en plus, on peut coupler ça à différentes signatures spectrales. On peut même essayer de voir justement la lumière qui est absorbée, d'estimer les espèces. Il y a vraiment des travaux très très impressionnants qui se font actuellement avec cette technologie, parce que là, ça veut dire que pour les inventaires forestiers, on peut vraiment atteindre un nouveau cap de précision qui est assez impressionnant. Alors j'ai checké des reconstructions en 3D faites avec le LiDAR et c'est super impressionnant de détails, vraiment, je m'attendais pas à ça. J'en posterai certaines sur Instagram. Mais donc en bout de ligne, tu vas devoir quand même te rendre sur le terrain puis prendre des échantillons si jamais tu veux étudier la forêt. Si on peut, ouais. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut étudier, mais souvent, c'est mieux d'avoir des données terrain, en fait, juste pour vérifier ce que l'on fait est bien. L'un des problèmes avec les vieilles forêts, c'est que souvent, pour vraiment avoir une vision précise de ces forêts-là, il faut prendre beaucoup de données, parce que tu peux pas juste prendre, ok, je prends la taille des arbres vivants, puis je m'arrête là. Il faut aussi comprendre, mais quel est le bois mort, quelle est la structure d'âge, est-ce qu'on a des habitats différents, donc il y a toujours beaucoup de composantes. Et surtout, c'est souvent les vieilles forêts qui restent, elles sont assez isolées, elles sont pas proches des routes, parce que souvent, sont proches des routes, elles sont coupées. Donc c'est un peu l'enjeu, c'est réussir à avoir assez de données terrain pour valider ce qu'on fait. Mais on essaie de passer de plus en plus par la télédétection, justement, notamment le LiDAR, pour essayer de voir, mais est-ce qu'on peut avoir une vision à plus grande échelle des forêts, parce que, malheureusement, pour pouvoir avoir assez de données terrain assez précises, il faut un budget qu'on n'a pas, tout simplement. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de financement dans ce milieu? Disons que je trouve qu'au Canada, il y a plus de financement qu'en France, mais là, c'est un autre débat. Il y a du financement, c'est juste que forcément, la forêt, c'est la recherche forestière, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques, et certains vont avoir plus d'intérêt que d'autres, certains vont être plus priorisés par les partenaires, par les financeurs. Par exemple, en ce moment, c'est beaucoup changement climatique, séquestration de carbone. Donc, comment l'aménagement forestier peut
peut aider à séquestrer du carbone. C'est par exemple ça, c'est sûr que si on travaille là-dessus, on peut avoir plus de financement que si on travaille sur les vieilles forêts. Donc je pense que ça dépend beaucoup des fois du sujet du moment. Par exemple, je suis sûr qu'en Colombie-Britannique, là, dans les prochaines années, il y aura beaucoup d'argent pour les vieilles forêts, parce que ça fait polémique, la société est pas contente, donc peut-être qu'on va mettre plus d'argent dans ce niveau-là. Mais au niveau actuellement de la recherche sur les vieilles forêts, c'est sûr que il y a de l'argent, on peut quand même faire de la recherche, mais forcément, c'est toujours une question du problème même de ce qu'est la recherche. On a besoin d'argent pour fonctionner. Puis souvent, faut séparer cet argent entre différents projets. Puis il faut aussi que le Canada ou le Québec investissent assez d'argent pour qu'on puisse faire toute cette recherche. Puis souvent, la recherche, malheureusement, c'est pas toujours le poste budgétaire prioritaire des gouvernements. Donc on fait un peu avec ce qu'on a et comme on peut. Est-ce que au niveau, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt sur les changements climatiques, la séquestration du carbone, etc. Est-ce que les vieilles forêts font ça différemment des autres forêts? Justement, je pense, une des grandes questions qui actuellement et qui se pose pas assez à mon goût. Là. Donc, j'essaie justement de pousser des fois sur dire, tiens, vieilles forêts, changement climatique, parce que notamment les vieilles forêts boréales, ce qu'on a remarqué, c'est que souvent on a tendance à dire, mais regardez, il n'y a pas de volume de bois, le volume de bois stagne, voire diminue dans les vieilles forêts, donc ça veut dire que la forêt cesse de capter du carbone, donc faut tout couper pour optimiser la séquestration du carbone. C'est juste que depuis maintenant une dizaine d'années, un peu plus, on a remarqué que souvent les vieilles forêts, notamment les vieilles forêts boréales, en fait, la moitié du carbone est dans le sol. Il y a au moins 2 fois plus de carbone dans le sol, voire des fois, dans certaines très vieilles forêts, on peut avoir 10 fois plus, 50 fois plus de carbone dans le sol que dans la vieille forêt. Okay. Et ça, il y a toute cette question de se dire, donc dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment pertinent de couper une vieille forêt? Parce que si on coupe une vieille forêt, par exemple, pour prendre le bois et faire des poutres, potentiellement on peut séquestrer le carbone d'une partie du bois dans un produit, mais en coupant la forêt, il y a de grandes chances que le carbone du sol se décompose et soit émis dans l'atmosphère. Donc à terme, on aura un bilan négatif, parce qu'en fait, on aura émis du carbone, on aura émis le carbone du sol sans trop, en pensant séquestrer du carbone en coupant les arbres. Et ça, il y a plusieurs équipes de recherche qui sont en train de dire, ouais, faites attention, parce qu'en fait, les calculs qu'on fait actuellement par rapport à séquestration de carbone, tu parlais tantôt de c'est quoi une forêt, c'est ça, une forêt, c'est pas juste des arbres, c'est beaucoup plus. Et si on résume la forêt à des arbres, ça se trouve, on va faire des grosses erreurs. C'est juste que les informations actuellement sur le stockage de carbone dans les vieilles forêts, et puis surtout comment ça se passe une fois que tu es rendu sa vieille forêt, donc est-ce que ça varie dans le temps, est-ce que les perturbations peuvent changer ça, je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'informations, on a tendance souvent à s'arrêter, à se dire c'est bon, c'est une vieille forêt, on met tout dans le même panier, puis on s'arrête là. Donc actuellement, ce qu'on remarque, c'est que oui, beaucoup du carbone actuel est séquestré par les forêts boréales, déjà, en général, et les forêts boréales, c'est beaucoup de vieilles forêts. Donc ça veut dire que les vieilles forêts séquestrent beaucoup de carbone, mais la vraie question, c'est dans ce cas-là, est-ce que c'est mieux de les laisser sur place, mais le risque est brûle à terme, c'est-à-dire que si un feu de forêt passe, là, tout le carbone est perdu, est-ce qu'il faut les couper? Auquel cas, si on coupe du bois là-dedans, comment est-ce qu'on pourrait les couper tout en maintenant en fait le carbone déjà stocké? Par exemple, en faisant des coupes qui sont plus partielles, donc ils vont juste récolter une partie des arbres pour garder le couvert forestier. De cette manière, on peut garder le sol, on peut garder une partie des arbres, et on trouve un peu un compromis, même si économiquement c'est pas forcément plus rentable. Et donc là, la question est toujours, mais est-ce qu'on met dans les coûts économiques uniquement le bois qu'on récolte, ou aussi le carbone stocké par exemple? Pourquoi est-ce que la forêt boréale séquestre plus de carbone? Est-ce qu'elle séquestre plus? Je dirais c'est qu'en fait, dans les sols forestiers, on va dire que forcément la matière organique qui est produite notamment par les arbres et toute la végétation et les animaux aux alentours, les champignons aussi, se décompose. Mais en fait, en forêt boréale, la décomposition est très lente. Parce que, en conditions climatiques extrêmes, à nouveau, la décomposition se fait rapidement. Voire des fois se fait à peine, c'est-à-dire que, notamment dans la PCA, ce qui arrive souvent, c'est que quand un arbre meurt, il tombe dans la mousse, et en très peu de temps, il est absorbé par la mousse, et vu qu'il est enterré au sol, il va quasiment pas se décomposer. Donc des fois, on creuse dans le sol d'une vieille paissière, puis on trouve des arbres intacts, quasiment, alors qu'ils sont morts il y a des décennies de ça, parce qu'en fait, ils ont même pas le temps de se décomposer, qu'ils sont déjà absorbés dans le sol. Et tout ça fait qu'en fait, le carbone s'accumule, parce que par exemple, une forêt tempérée, en effet, l'arbre meurt, il tombe au sol, il se décompose, mais au bout d'un moment, quand ça sera totalement décomposé, le carbone pourrait être reparti en atmosphère sous forme de respiration, sous forme de CO2. Donc en fait, le problème, ça serait que par exemple, si le climat se réchauffe, la décomposition puis tout ça va arriver plus vite dans les forêts boréales, donc elles vont libérer le carbone qu'elles emmagasinent, donc il y a un danger de ce côté-là. Ça, c'est une hypothèse, c'est un scénario. Apparemment, c'est pas. Il y a plusieurs recherches qui ont été faites là-dessus. Apparemment, ça se voit pas tant que ça. C'est pas aussi grave que pour
Comment on appelle ça déjà, les sols gelés là, j'ai plus le mot en terme. Le permafrost? Le permafrost, exactement. Je sais qu'au Québec, il y a un terme maintenant français pour dire permafrost, pergélisol. Voilà. Oui, c'est les pergélisols, où là, très clairement, c'est beaucoup plus extrême parce que c'était gelé. Mais actuellement, en forêt boréale, des recherches qui ont été faites, c'était pas aussi marquant ce risque de décomposition accélérée de la forêt. Il y a même un article qui vient de sortir dans Nature, ou même qui montrait que, alors certes, la forêt boréale va beaucoup plus brûler, tout va aller plus vite, mais justement, ça va favoriser les feuillus qui, en poussant vite, pourraient stocker plus de carbone et donc compenser en fait la perte de carbone. Ce qui fait que, en fait, l'évolution du carbone forestier en forêt boréale actuellement, c'est très, on est vraiment incertain parce qu'il y a plusieurs scénarios, on essaie d'estimer ce qui va se passer, mais il y a tellement on va dire, de processus interreliés qu'on a un peu de difficulté à voir vraiment ce qui va se passer. Ce que ça a l'air quand même, c'est que les sols forestiers boréaux sont quand même assez endurants, ce qui fait qu'ils vont pas se mettre à tout relâcher du jour au lendemain, comme les pergélisols par exemple. Ok. Puis toi, donc, c'est quoi ton rapport avec l'exploitation forestière? Est-ce que t'es pour, contre? Je sais même pas si c'est quelque chose sur lequel on peut se prononcer comme ça, mais c'est quoi ton avis? Forcément, moi je suis un peu entre les deux, parce que aussi j'ai une formation justement en exploitation forestière, justement. Mais tu vois, c'est un peu je pense le problème du Canada, le problème qui est la difficulté du Canada, parce que si je prends l'exemple quand j'étais en France on n'a plus de forêt naturelle depuis des siècles en fait. Ça fait, de toute façon, il y a 300 ans, il y avait quasiment plus de forêt en France parce qu'on avait tout défriché. Les peu de forêts qui restaient, c'est des forêts de l'armée pour faire du bois, donc grosso modo, des forêts naturelles, on n'en a plus. Donc les forêts qui nous restent maintenant, c'est des forêts tellement dégradées qu'elles ont plus grand chose de naturel, donc en soi, l'aménagement forestier est pas un problème vu qu'on est plus en train d'utiliser, un peu comme l'agriculture, un territoire pour produire du bois. Même si on peut essayer de restaurer ces forêts-là pour aussi réussir à mieux intégrer la biodiversité, les services de récréatifs dedans. Donc ça, c'est un contexte, en effet, de forêt dégradée, où là, en effet, aménager, c'est presque la suite logique, parce que de toute façon, c'est déjà dégradé, c'est déjà perdu, rendu là, autant faire quelque chose avec. Et à l'inverse, le Canada, c'est une nation qui est jeune, et surtout, beaucoup de forêts sont encore, surtout en forêt boréale, ce sont des forêts primaires. Concrètement, c'est sûr qu'il y a eu, dans le sud du Québec notamment, un certain impact des Premières Nations, il y a eu l'impact des colons quand ils sont arrivés, par exemple la disparition des gros pins blancs qui en même pas 100 ans ont tous disparu au sud du Québec parce qu'on les récoltait. Il y a eu aussi de l'action humaine, mais dès qu'on monte en fait en forêt boréale, l'exploitation forestière a commencé très très récemment. Ça a commencé au cours du XXe siècle, là, c'était avant, on exploitait à peine ou vraiment à bord des rivières. Donc concrètement, là, ce qu'on fait actuellement au Québec, c'est vraiment couper de la forêt primaire. Donc on est un peu dans une situation comme au Brésil, comme en Indonésie, mais où là c'est un pays du premier monde, entre guillemets, qui fait ça. Et c'est certain que moi, en tant qu'Européen, je vois ça de manière assez ambiguë, parce que je sais ce que ça fait de venir d'un territoire où il n'y a plus de forêt naturelle, où on se rattrape vraiment aux branches pour essayer de restaurer un peu l'environnement, parce qu'on voit qu'on perd la biodiversité, qu'on perd des habitats, qu'on en a perdu un paquet. Surtout, le pire, c'est même en forêt boréale, on prend les Scandinaves, eux ont fait cette erreur au XXe siècle, ils ont tout coupé en moins de 150 ans, puis ils ont remarqué après qu'ils avaient plein de vieilles forêts de base et que maintenant ils en ont plus. Et en fait, au Québec, on a un peu, malheureusement, je trouve cette logique-là, c'est il y a plein de forêts, donc autant l'exploiter. Et on s'arrête jamais trop à se dire sur le fait, oui, mais c'est de la forêt primaire, donc ça, c'est des forêts qui ont quand même une valeur qui dépasse celle du Québec, et une valeur patrimoniale internationale, qui ont des choses à nous apprendre, qui ont un rôle à jouer. Et c'est certain que la façon dont l'aménagement des forêts est fait, qui est très poussé sur il faut aménager ça pour rendre ça le plus productif possible, c'est sûr que moi j'ai des problèmes un peu avec, parce que je trouve c'est un peu répéter des erreurs qu'on a fait en Europe, mais en se disant que nous on n'est pas pareil. Donc je suis plus partisan de trouver un peu un équilibre. Je veux bien comprendre que le bois c'est très important, c'est une bonne ressource, et ça y a pas de problème avec ça. Mais c'est aussi trouver cet équilibre dans l'aménagement, c'est se dire oui, mais d'un côté il faut qu'on réussisse à aménager pour trouver cet équilibre, et c'est de préserver ces choses-là, et pas faire comme les Scandinaves en fait qui sont dit trop tard. C'est mince, on n'aurait pas dû faire ça comme ça. Mais tu sais. Une fois que t'as plus rien, c'est fini en fait. Ta forêt est dégradée, elle est dégradée. Ouais, puis quand je recherchais des spécialistes, des chercheurs qui travaillent sur la forêt au Québec, j'avais l'impression qu'ils viennent tous de départements de foresterie. Puis ça me semblait tellement paradoxal que pratiquement tous les spécialistes de la forêt viennent de la foresterie. Ça me paraît vraiment pas naturel. D'un côté, c'est sûr que la foresterie, c'est une science on va dire, qui va de pair avec l'écologie forestière, parce qu'en fait, en comprenant l'écologie forestière, on peut mettre en place la foresterie, parce que souvent, ce que cherche la foresterie, c'est de s'inspirer de la nature, voire de l'optimiser, d'une certaine manière.
Après, c'est sûr que forcément, on commence à se faire une divergence entre les écologues forestiers, donc c'est plus dans l'écologie, et le forestier en lui-même, qui va plus chercher à maximiser les produits de la forêt. Donc forcément, l'approche n'est pas la même. Si quelqu'un qui a vraiment un point de vue et qui se comprend tout à fait, qui est de moi j'ai une forêt, il faut que j'ai une compagnie forestière, il faut forcément qu'on sorte du bois parce que c'est ce qu'on fait en tant que compagnie forestière. C'est sûr que eux, c'est leur vision de la forêt, c'est il y a du bois, on va le récupérer, parce que c'est vrai que la forêt se régénère. C'est-à-dire que souvent aussi il y a une confusion entre la déforestation, parce que ce qui arrive par exemple au Brésil, en Indonésie, surtout au Brésil, c'est où en effet la forêt disparaît. Ici, si on coupe une forêt, il va apparaître une forêt après. C'est juste que souvent ce qui se passe, on avait une forêt primaire qui avait 300, 200 ans, et plusieurs siècles, puis on va couper, puis une fois qu'elle aura 60 ans, on va la recouper à nouveau. Ce qui fait qu'on reviendra jamais dans une vieille forêt. Et là, un peu, bon, pour reprendre un peu ce qu'a dit un chercheur finlandais, qui a beaucoup bossé sur la vieille forêt, c'est le problème justement, c'est une fois que ces forêts sont perdues, elles sont perdues à jamais. Et c'est un fait, c'est juste que concrètement, un forestier va voir ça comme un lieu de production de bois, donc il y a une logique qui a du sens, c'est-à-dire que si on coupe la forêt, elle repousse et je la recoupe, ça produit du bois. Mais dans le même temps, en tant qu'écologue, je me dis oui, mais potentiellement on perd quelque chose et on sait très bien que les forêts aménagées, on n'a pas les habitats, on n'a pas les fonctions, on n'a pas les services écosystémiques qu'on trouve dans des forêts naturelles, parce que justement, ce qu'on maximise, c'est la production de bois, mais tu sais, c'est toujours ça, on produit du bois, mais à quel prix? Donc, d'après toi, ce qui se passe en Colombie-Britannique, est-ce que c'est de la déforestation? Non, de nouveau, parce qu'en fait, la forêt réapparaît. Ce qu'ils font en Colombie-Britannique, ils veulent pas déforester. Au final, ils vont soit replanter, soit laisser la régénération naturelle reprendre, ce qui fait que la forêt va réapparaître. Comment j'appellerais ça, et le terme peut être très connoté et peut être perçu très négativement, mais c'est de la dégradation. C'est-à-dire qu'avant, on avait une vieille forêt. On avait une grande diversité d'arbres de toute taille, du bois mort, beaucoup d'habitats, d'une certaine biodiversité très spécifique à ces forêts-là. Puis là, on a coupé, en coupe totale, et après va réapparaître une forêt qu'on essaie de couper le plus tôt possible pour maximiser la production de bois. Bah, concrètement, on a toujours une forêt, c'est juste qu'elle a été en fait dégradée au niveau de ses habitats, de ses actions environnementales. C'est sûr que pour un sylviculteur, elle est optimisée. Tu vois, c'est toujours une question de à qui tu parles et pour quelle raison. Ouais. Mais, Ok. voilà. Peut-être pour conclure là-dessus, c'est actuellement, je pense, un des grands défis de la foresterie actuellement, c'est de trouver cet équilibre justement entre les besoins qui sont liés aux forêts, qui sont vrais, parce que dans le même temps, le bois, ça remplace le béton, ça remplace l'acier, qui sont des gros émetteurs de gaz à effet de serre, mais c'est réussir à garder la forêt qui vient avec le bois. Et c'est forcément, il y a beaucoup d'enjeux économiques, il y a des enjeux sociaux, parce que si on pense aux promenades, au tourisme récréatif, il y a beaucoup d'enjeux, de besoins liés aux vieilles forêts, et aux forêts boréales en général. Puis c'est actuellement la grande difficulté, puis on le voit depuis quelques mois, de trouver ce terrain d'entente entre forêt à protéger, forêt aménagée, on l'aménage comment, comment est-ce qu'on concilie les intérêts de tout le monde, et c'est pas facile. Ok, parfait, super. J'ai consulté le site internet de ton projet Symphonie Boréale. J'ai écouté les petites symphonies et je trouve ça tellement cool. Est-ce que tu peux m'expliquer le projet? Symphonie boréale, ça c'est un projet que j'ai commencé durant mon doctorat parce que forcément, c'est un peu compliqué quand on est chercheur, c'est vraiment transmettre ce qu'on fait au grand public. Parce que nous, ce qu'on produit en général, les articles scientifiques ou des documents techniques, c'est pour un public de spécialistes, soit des chercheurs, soit des sylviculteurs, des aménagistes. Donc c'est certain que, par exemple, je vais pas faire lire à ma mère mes articles scientifiques parce que de toute façon, c'est en anglais, il y a plein de statistiques, il y a des graphiques, c'est pas attractif, c'est un gros pavé, ça intéresse pas le grand public. Et donc c'est toujours un peu, je trouve, compliqué en tant que chercheur, de se dire, d'un côté, j'arrive pas à transmettre ce que je fais à ce que je fais au dehors du cercle des spécialistes. Et dans le même temps, c'est dommage, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que la transmission se fera par des intermédiaires, avec le risque que le message soit brouillé. C'est très bien de faire de vulgarisation, mais si je peux faire ça en circuit court, d'une certaine manière, moi ça me fait plaisir. Ouais. Mais donc, chercher un moyen de rendre ça intéressant, parce que je peux finir et dire, hey, est-ce que vous connaissez les vieilles forêts? Puis je sais qu'en général, les gens, ils vont dire, oui, pourquoi pas, et ça va pas accrocher l'intérêt. Et après, j'aurais du mal à expliquer ça, parce que les vieilles forêts, c'est assez complexe. Il y a beaucoup de concepts écologiques à expliquer, puis mine de rien, on n'a pas d'éducation de base en écologie, hein. C'est-à-dire les sciences de l'écologie, là, pas l'écologie politique, ce qui fait que même parler de succession forestière, de perturbation naturelle, déjà rien que ça, si je dois passer mon temps à blablater, je vais pas les gens. Donc chercher un moyen d'accrocher l'attention et d'expliquer facilement ce qu'est les vieilles forêts, puis un jour que je mesurais des cercles de croissance, j'ai une amie qui est venue me voir, qui m'a fait, mais tiens, c'est marrant tes données, là, vous voyez la courbe de croissance de l'arbre, on dirait une onde sonore.
Tu sais, c'est un peu le truc, je disais, tiens, ça... Ouais, son, croissance, peut-être. J'ai réfléchi, puis je me suis dit, bah tiens, est-ce que je pourrais convertir la croissance des arbres en musique? C'est-à-dire que selon la croissance qu'il y a eu pour une année donnée, je définis une note dont la hauteur de la note va dépendre de cette croissance. Et c'est-à-dire que si après j'obtiens pour chaque arbre une mélodie, bah quand je groupe les arbres à l'échelle de la forêt, j'obtiens une symphonie. Et comme ça, vu que la croissance des arbres va varier selon le type de forêt, c'est-à-dire qu'une forêt après feu aura pas les mêmes croissances qu'une vieille forêt, puis pareil, une vieille forêt qui est assez stable aura pas la même croissance qu'une vieille forêt qui a été perturbée par la tordeuse des bourgeons de l'épinette de manière assez sévère, on va avoir des variations assez marquées. Et ce qui fait que rien que par la musique, on peut comprendre ces différences de base entre forêt jeune, vieille forêt, forêt perturbée. Et en plus, ça, c'est un moyen vraiment d'attirer l'attention, parce que c'est regarder des forêts qui chantent, et en plus, c'est vrai que ça marche, parce qu'en général, les gens adorent le projet, ça accroche tout de suite l'attention, et moi, ça me parlait de parler de vieille forêt en musique, donc c'est aussi un projet que j'adore. Ouais, c'est vraiment super. Mais j'étais vraiment surprise quand j'ai écouté les symphonies de voir à quel point c'était harmonieux. Je comprends pas comment je comprends pas comment ça peut être harmonieux. Tu sais, je me serais imaginé que ça allait être une cacophonie de sons. Comment t'as fait pour rendre ça harmonieux, ou alors est-ce que c'était harmonieux dès le début? Non, parce que tu sais, forcément, c'est ça, c'était un peu le petit trick aussi, parce que même pour rendre ça intéressant, je savais qu'il fallait que je rende ça beau. Tu sais, c'est-à-dire que si je mettais un machin plein de dissonances, ça allait pas avoir d'intérêt pour le grand public. C'est tiens, regarde, c'est moche, une forêt, ça avait pas grand sens. Donc en fait, c'est juste quand j'attribuais les notes sur la croissance, le but c'était de les attribuer selon une gamme. Tu sais, les amateurs de Camelot sont peut-être là, c'est simplement une gamme religieuse là, la gamme du plein chant. C'est tu sais, unisson, tierce, quarte, quinte, c'est-à-dire des accords qui sont beaux, qui font grandiose, de telle manière que chaque note, qu'importe ce qu'elle tombait, forcément, une fois mise avec les autres, ça allait forcément faire quelque chose de beau. Il n'y allait jamais d'avoir de Ok. dissonance. De cette manière, ça ressemble beaucoup en fait à des chants religieux, parce que les notes sont basées sur une gamme en fait, qui est une gamme religieuse. C'est pour mettre un sentiment de grandeur et de beauté. Bah, c'est prendre justement, c'est pourquoi la musique religieuse chrétienne utilisait ces gammes-là. Bah, c'est justement parce que c'était beau. C'était beau, c'était harmonieux. Donc c'était un peu la même idée. J'aime beaucoup ça personnellement, les dissonances. J'aime bien quand ça dissonne, mais je sais que pour vraiment créer l'émotion voulue avec Symphonie Boréale, bah fallait une approche un peu plus justement de sentiment de beauté et d'harmonie. Ok. Puis c'est quoi vos projets pour le futur avec Symphonie Boréale? Alors, en fait, on en a pas mal de projets. Donc déjà, on a monté des expositions, plus ou moins itinérantes, en plusieurs versions. Donc on a un peu la version de base, qui est un petit parcours qu'on peut monter sur une structure pour comprendre c'est quoi la forêt boréale, les vieilles forêts, écouter les symphonies. Puis on a une version un peu plus artistique, avec des projections, avec vraiment un habitat immersif au centre pour vraiment créer une ambiance très particulière, là, pour vraiment un peu emmener les gens dans la forêt. Et ça d'ailleurs, on va faire une exposition cet été, normalement à Jonquière, au Centre National d'Exposition. On va le présenter Ok. justement, l'exposition complète là de juin à début septembre. Ok. Aussi, on essaie de travailler sur un projet de réalité virtuelle pour mettre les gens dans la forêt boréale, pour qu'ils voient la Oh, forêt wow. pousser et qu'ils écoutent en fait les arbres en même temps. Donc là, on est content, on a eu des financements pour ce projet-là. Donc là, on espère d'ici les prochains mois pouvoir produire une version démo de ce projet pour ensuite trouver d'autres subventions pour finir le projet. Mais vraiment avoir cette idée de réalité virtuelle. On essaie aussi de créer une trousse pédagogique avec Langage Plus, qui est une galerie d'Alma, qui est spécialisée justement dans la communication artistique auprès du grand public, pour justement donner aussi au public scolaire, au public de camp d'été, en fait, un moyen de s'intéresser aux symphonies boréales. Ou sinon, par exemple, on a aussi eu un partenariat, on a monté avec l'Orchestre Symphonique du Saint-Saint-Jean. Ils nous avaient Mhm. contactés parce qu'ils demandaient si on pouvait faire quelque chose ensemble. Et donc, on a travaillé avec Yannick Plamondon et Benoît Fortier du Conservatoire de Québec pour qu'ils réadaptent une symphonie boréale, donc pour un orchestre symphonique. Mhm. Et en fait, on devait jouer ça, donc je pense que c'était le 20 avril 2020, donc une semaine après le début du confinement. Ce qui fait que Ouais. la pièce est prête, mais le concert est annulé. Mais là, ça se trouve, on devrait pouvoir la jouer en public cet été. On espère en tout cas. Donc, ça, je crois que Symphonie Boréale, ça a assez vite grossi. On a plein de petits projets là à essayer de monter. On essaie aussi de montrer un parcours Symphonie Boréale à terme, peut-être dans le parc des Monts-Valin au Saguenay, là, où il y a des vieilles forêts. Donc, c'est trouver plein de petites accroches pour créer différentes manières de diffuser les symphonies boréales auprès du public, avec différents outils et différents moyens. Ok. C'est vraiment très cool. Puis j'espère que l'orchestre symphonique va pouvoir jouer ton morceau parce que
Bah, tes symphonies parce que t'as dû être tellement déçu que ça soit annulé. Non, c'était tout le monde, là, c'est ça, l'orchestre, les compositeurs, là, tout le monde, quand on a Ouais. vu ça, le confinement, ça, c'était vraiment à pas grand chose, mais, c'est vrai que 2020, pour nous, tu sais, Symphony Boral, c'était créé en 2018, c'était officialisé en 2019, Mhm. puis tu sais, c'était un peu la lancée, de dire c'est bon, en 2020, on lance le concert, et là, on est parti pour Ouais. faire grossir le projet, puis là, c'était bam, pandémie, confinement, bon, mais on redémarre bien, Ok, donc, ok, parfait. J'ai des petites questions de conclusion rapides. ouais. J'en ai plus que d'habitude parce que j'étais curieuse de plein de choses. C'est quoi ton meilleur souvenir en lien avec les vieilles forêts? Ah, ouais, ça je suis pas très bon forcément à trier mes souvenirs là. Je sais pas, je pense que c'est juste le fait de quand je l'ai découvert ici, tu sais, c'est venir au Québec, tu sais, et voir, tu sais, commencer à voir des vieilles forêts vraiment, tu sais, pareil en tant qu'Européen, tu sais, de voir à quoi ça ressemble, des forêts naturelles, des forêts qui ont jamais été nagées, tu sais, je pense que c'est quand même un très beau souvenir de dire tiens, là je suis vraiment dans des forêts naturelles, je suis vraiment dans des vieilles forêts, à découvrir, je pense que c'était vraiment un beau moment parce que c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment vécu avant en fait. Mis à part la forêt boréale, c'est quoi ton type de forêt préféré? Là aussi, hein, c'est un peu, je dirais que c'est un peu moi la, la forêt de mon enfance, t'as les forêts montagnardes des Pyrénées, des forêts de hêtres, de sapins. Vous savez, bah, j'aime bien aussi les forêts atlantiques, donc ça, les forêts de pins Mhm. maritimes sur les dunes. Vous savez, c'est qu'en fait, durant mes études, j'ai fait quand même pas mal le tour de la France, de toutes les forêts françaises, là, ce qui fait que je suis forcément très attaché aux différentes forêts françaises. Mhm. Peut-être moins les forêts méditerranéennes, parce que elles, Hey! non mais c'est très particulier le maquis. Le maquis c'est quelque chose d'assez. Ok. Est-ce qu'il y a une forêt sur Terre que tu rêves de visiter? Je pense moi ce qui m'intéresserait c'est pouvoir voir les forêts françaises mais naturelles. C'est dire on revient en arrière dans le temps puis c'était quoi il y a 2000 ans les forêts à quoi elles ressemblaient concrètement. Je serais vraiment curieux de voir ça. Je le verrai jamais mais tu sais c'est C'est ça, c'est pas très réalisable. non mais bon ça Je je peux pensais que rêver. t'allais me dire comme, je sais pas, la forêt en Nouvelle-Zélande. Mais non, voyager dans le temps. Ok, ça va être Ouais non je compliqué. suis assez ambitieux comme gars. Là. très, très ambitieux. On sait jamais. Moi aussi, je rêve qu'on invente une machine à voyager dans le temps. Ok, si t'étais une forêt, tu serais quelle forêt? Ah. Bah, tu vois, au final, là, j'ai tellement, ces dernières années, travaillé sur les forêts boréales, que je tanne tout le monde avec mes forêts boréales, et que j'adore dire combien c'est beau les forêts boréales, donc je pense que là, je serais une vieille paissière, là, moi. L'épinette C'est quoi noire, c'est une un arbre, pessière? c'est une forêt d'épinettes, excuse-moi. Là. Ok. C'est une forêt parce que l'épinette noire, c'est un arbre que je trouve fantastique dans sa. Il est tout petit et tout malingre, mais il est tellement ténu et résistant. Il y a une beauté dans cette petitesse que j'aime Donc beaucoup. ça veut dire que tu te trouves petit, tenace et fantastique? C'est ça, je suis petit, ténu et résistant. C'est ce qu'il faut pour être en recherche. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée mais que j'aurais dû te poser? Euh, Ça, on peut peut-être parler un peu la relation avec les gros arbres. Tu sais, parce que c'est souvent un truc qui va surprendre les gens avec la forêt boréale, c'est que les arbres sont pas gros. Mhm. Tu sais, on en parlait, pourquoi ils sont pas grands, ils sont pas gros. À cause du climat, et les arbres peuvent pas trop pousser, puis une espèce, par exemple, comme l'épinette noire, va jamais essayer d'être trop gros parce que c'est pas sa stratégie, elle, c'est la survie. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de voir le rapport aussi de comment dire, de la culture populaire, hein, en fait, sur la forêt. C'est parce que tu sais, c'est pareil, là, on parlait de l'intérêt souvent pour l'île de Vancouver. Pourquoi est-ce que ça accroche en fait ces forêts-là? Pourquoi l'intérêt du public accroche beaucoup? Mais parce que ce sont des gros arbres qui disparaissent. Ils sont gros, ils sont gigantesques. Majestueux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce rapport qu'on a en tant que société, en tant que culture, sur les gros arbres. C'est comme si un arbre est un indicateur d'ancienneté, de sagesse, et il nous écrase par sa taille. Et ça, c'est vrai que tu le vois en général dans les films, les séries, les livres. Mhm. C'est qu'on veut montrer une forêt qui est vieille, qui est ancienne. On monte des gros arbres. Toujours, là, tu prends Princesse Mononoke, même, je sais pas, du Lovecraft, des choses comme ça. Les arbres sont Yggdrasil chez les Scandinaves, les arbres mondes. C'est logique, des grands arbres. Et ce qui est Mhm. intéressant, je trouve, c'est que la forêt boréale, c'est pas ça, justement. Alors, des fois, les grands arbres sont souvent les plus jeunes, et les petits arbres sont plus vieux, en fait. Et moi, ce qui est intéressant, des fois, c'est essayer de justement de faire comprendre un peu aux gens ce rapport, cette beauté, de dire, mais tu penses que c'est pas parce que justement, c'est la forêt boréale, c'est ce côté où c'est pas impressionnant par sa taille, mais justement, c'est ce côté contre-intuitif que je trouve très beau, de dire, mais cet arbre-là, il fait 15 mètres de haut, il a un diamètre de genre 15 centimètres, mais il a 300 ans. Il a vécu 300 ans, c'est juste que lui, sa stratégie, c'est je ne pousse pas, mais je suis là longtemps. Et il y a une certaine beauté là-dedans.
mais c'est malheureusement une beauté, je trouve, qui est pas très partagée en général, parce qu'on a tellement ce Mhm. focus sur les gros arbres. Avec tes symphonies, est-ce que tu n'essayes pas de rajouter une couche de beauté à la forêt boréale pour Bah, essayer de compenser un peu ça? c'est un peu ça en fait, c'est un peu parce que justement les vieilles forêts, aussi tiens c'est peut-être une question qu'on n'a pas évoquée, c'est les menaces même sur les vieilles forêts, parce que Oui. les vieilles forêts, donc on sait qu'à l'île de Vancouver elles disparaissent, mais au Québec c'est pareil, là. Tu sais, les, normalement on va dire qu'on peut estimer à la grande louche, là, ça dépend de son coin, mais en forêt boréale, c'est la moitié des forêts boréales étaient des vieilles forêts. Tu sais, même s'il y a des feux de forêt et tout, c'est au moins 50% de la forêt boréale au Québec sont des vieilles forêts. Les Scandinaves, c'était plus de 90% des forêts boréales qui étaient des vieilles forêts. Puis chez eux, il en Mhm. reste genre 4-5% de vieilles forêts maintenant. Et au fait, Ish. au Québec, on a aussi une réduction qui est très très forte, qui se voit depuis des décennies de la surface de vieilles forêts. Donc, ça, on est vraiment dans des forêts qui disparaissent, qui sont remplacées par des forêts plus jeunes pour des raisons, bah, en effet, d'aménagement forestier notamment. Et justement, on sent qu'il n'y a pas le même, même s'il y a eu plusieurs vagues de polémiques comme l'erreur boréale, puis là récemment avec les aires protégées. Je savais pas ce que c'était l'erreur boréale, mais en fait, c'est un film documentaire québécois qui avait été réalisé par Richard Desjardins et Robert Mondery et qui est sorti en 1999. C'était en fait un film militant pour dénoncer les atteintes à l'environnement représentées par la destruction du patrimoine forestier du Québec, qui stigmatisait notamment les coupes à blanc qui étaient énormément pratiquées dans la forêt boréale. On sent que quand on parle de disparition de vieilles forêts ici au Québec, ça a peut-être plus de difficulté à catcher, à attraper l'attention, parce que justement, c'est pas des grands arbres. Je suis sûr que si j'avais eu, tu sais, je mettais des gros Douglas, je plantais des gros Douglas dans les forêts boréales et qu'on les coupait, peut-être que les gens s'énerveraient un peu plus, hein. Mais tu sais, ces sentiments d'essayer de réussir à sensibiliser les gens, justement avec Symphonie boréale, sur un écosystème important, mais qu'on remarque pas comme tel. Parce que justement, culturellement, on n'a pas cette vision de la forêt-là. Et c'est un peu, je pense, tout l'enjeu qu'on peut avoir pour les forêts boréales au Québec, de trouver un moyen de faire comprendre que ces forêts-là sont riches, sont assez impressionnantes, sont vieilles, mais justement, c'est quelque chose qui se voit pas comme ça au premier abord, contrairement à d'autres forêts où c'est beaucoup plus manifeste, hein. Mhm. Je me sens un peu victime de cet intérêt pour les gros arbres. Avec, tu sais, je fais que parler de BC puis Non mais de l'île de Vancouver. au final, ça c'est totalement normal, c'est compréhensible. Là, il y a même eu des études là-dessus, là, sur Puis, les gros arbres sont importants pour la biodiversité, parce que justement, plus ton arbre est gros, plus il peut avoir des habitats pour des espèces. Mais justement, il y a un peu cet effet d'entretien, on trouve ça impressionnant, donc on fait Mm. de la production culturelle sur ces gros arbres, puis on entretient ça. Mais c'est un peu dans le même temps, on oublie ceux qui sont plus petits, et tu sais, ça rend plus dur en fait la tâche un peu de communiquer à ce sujet-là, parce que justement, ils sont pas impressionnants. Et moi, j'ai de m'en dire, mais regardez, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'ils sont pas impressionnants. Mais je sais pas à Ouais, quel point. Faut que ça, non, je suis contente de t'avoir parlé à toi, puis pas un spécialiste des forêts en BC finalement, parce que ça permet de mettre en valeur quelque chose que les gens ignorent un petit peu. Puis je te souhaite de pouvoir sensibiliser les gens aux forêts boréales encore plus avec ton projet. moi, je suis très content de ton invitation parce que, comme tu vois, j'aime bien ça parler de vieilles forêts, donc je suis vraiment heureux d'avoir l'opportunité justement, de pouvoir continuer à en parler, à en jaser de c'est quoi les vieilles forêts boréales, leur beauté, leur importance. Puis, j'espère aussi que par ce podcast, je vais aider des gens à s'intéresser à ce sujet. Bah, Même c'est sûr, si, oui. même si mes arbres sont petits, bah, ils sont pleins d'amour, tu vois. En tout cas, moi, tu sais, je développe un nouvel intérêt. T'as déjà converti quelqu'un. Et bah, c'est ça, une personne, c'est déjà une victoire. Ben oui. C'est quoi que tu préfères à propos de ton travail? Bah, la recherche qui est passionnante, c'est ça, c'est qu'on se pose des questions, c'est trouver des réponses. Tu sais, c'est souvent, c'est aussi un point, mine de rien, on s'en rend pas assez compte comment on connaît pas grand chose de l'écologie forestière naturelle, en fait, des forêts naturelles, et encore moins de l'écologie forestière boréale. On a encore beaucoup de préjugés, de trucs qu'on comprend pas, donc c'est toujours intéressant de se dire, tiens, j'ai des résultats, et je trouve ça bizarre. Je me pose une question, bah, je vais chercher des données pour répondre à cette question, tu sais, le fait de toujours se questionner, de découvrir des choses, de trouver de nouvelles informations, de mieux comprendre les forêts. Moi, je trouve ça passionnant parce que tu sais, t'es toujours dans la curiosité. Et je pense que Mhm. c'est une chance dans ce milieu-là. Puis c'est quoi que t'aimes le moins? Moi, je dirais que c'est un peu plus le contexte socio-économique dans lequel se fait la recherche. C'est un milieu très compétitif, avec des financements limités, donc forcément, tu dois toujours un peu te battre pour t'en sortir, et c'est pas facile, là. C'est toujours... je dirais que c'est ça, là, faut toujours produire, faut toujours être en avant, faut toujours être, entre guillemets, le meilleur, parce que sinon, bah, t'auras pas d'argent pour faire tes affaires. Ouais. Je pense que ça, c'est un peu le défaut général de la recherche, c'est un peu c'est un concours où le gagnant prend tout, puis ceux qui gagnent pas, bah, Mhm. pas de bol pour eux.
Ok, est-ce que tu as des ressources à recommander pour ceux qui voudraient en apprendre plus? Bah, j'avoue que en termes de ressources, forcément, moi je suis plus dans la littérature scientifique parce que quand je lis des trucs plus grand public, forcément, je vais pas forcément lire des choses sur les sur mon travail. Bah, je conseillerais avec Symphonie Boréale, on essaie quand même d'avoir un site internet, on essaie quand même d'expliquer les choses, aussi au niveau des réseaux sociaux, on essaie d'apprendre des choses sur les forêts boréales, les vieilles forêts. Donc moi je dirais on essaie avec Symphonie Boréale d'être une ressource sur de l'information, aussi de vulgariser des articles scientifiques. Donc ça, je pourrais me conseiller moi. Voilà, je suis une ressource. Symphonie Boréale est une ressource. Mais en dehors de ça, je t'avouerais que c'est ça. Ok. C'est vrai que souvent du contenu vulgarisé sur les forêts que j'aime, j'avoue que j'ai du mal souvent à accrocher. Mais là, c'est plus l'effet spécialiste, je pense. C'est un peu, c'est jamais assez précis. Ok. Est-ce que les gens peuvent te trouver sur Internet? Oui. Oui, bah, je pense que ça sera surtout par Symphonie Boréale. Parce que sinon, j'ai un Twitter, là. Mais bon, je t'avouerai que je suis pas le plus actif sur les réseaux sociaux. Donc, si quelqu'un veut me trouver sur les réseaux sociaux, il peut, mais il verra pas forcément grand-chose ou beaucoup de production. Ok. Je dirais que c'est vraiment ça. C'est avec Symphonie Boréale. Donc, on a une page, on a un Twitter, un Facebook, un Instagram, même si j'y comprends rien. Et un site internet où c'est plus là, on va essayer de faire le travail de communication, et souvent c'est un peu, je participe beaucoup à la communication par ces moyens-là. Ok, parfait. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Voilà, c'est tout pour les vieilles forêts boréales. Je vais mettre des liens vers les réseaux sociaux et le site internet de Symphonie Boréale dans la description de l'épisode et je vous encourage à aller checker leur travail, c'est vraiment cool. Vous pouvez aussi trouver le podcast sur Instagram et Facebook à Super Spécialiste et Twitter à SuperSpecPod1. Je suis surtout active sur Instagram où je poste du contenu en bonus et des petits quiz et des jeux en lien avec le podcast, donc c'est vraiment le meilleur endroit où me suivre. Ok, merci.